qui est moins glorieux que d'autres parce que ça n'a pas été le plus rapide et ça n'a pas été le premier. Néanmoins, les circonstances sont telles que seraient des connus et méritent d'être documentées. Donc, les premières liaisons avaient été donc réalisées par l'hydravion de Bernard et Bougot. Ensuite, très peu de temps après, c'est Dagneau et Dufer qui, en avion, avaient réalisé la première liaison, donc avion. Les raids ont repris en 29 avec Goulette, Marcheseau et Bourgeois le 27 octobre 1929, excusez-moi. Je sais. C'est 29 et pas 19. Vous voyez, c'est le genre de correction qu'il faudra que je fasse par la suite. Et ensuite, Bailly, Régency et Marceau, en novembre 29, sur un Farman, un moteur Numérum. Et chacun a essayé de prendre le record à l'autre. Alors, un trio se lance, car en cette année 1929, la guerre des motoristes fait rage et la société Lorraine, fournisseur apprécié, équipe un Farman F-190 pour un raid sur Madagascar. Il est immatriculé FHJK, il est peint en argent et l'avion porte la croix de Lorraine du motoriste sur le capot du moteur. On ne le voit pas ici, mais elle est ici, la croix de Lorraine, et on la verra de l'autre côté sur une autre vue. Le ministère de l'Air confie l'avion à l'équipage Caillol, route d'Audeman. Alors, monsieur Caillol, ancien élève de Polytechnique, navigateur et second pilote et ingénieur en chef de l'aéronautique, et il travaille chez Lorraine. L'adjudant Roux fait partie du 34e régiment d'aviation. Quant au troisième, qui est ici à gauche, Éric Daudeman est mécanicien et il est employé de la société Lorraine. Voilà donc nos trois pilotes, nos trois membres d'équipage. Alors, ils ont un itinéraire ambitieux parce que, partant de Paris-le-Bourget, ils comptaient rejoindre Tananarive en 7 étapes seulement, en passant par Oran, puis ensuite Colombéchard, puis ensuite Gao, puis ensuite la traversée Zinder-Fort-Lamy jusqu'à Bangui, et ensuite descendre le long du Congo, puis du Mozambique, jusqu'à Tananarive. Voilà donc le circuit qu'ils comptaient suivre. Ils espèrent ainsi battre le record détenu depuis peu par Bailly, Régency et Marceau. Et en plus, ils espèrent même faire encore plus vite, en 4 étapes seulement, Colombéchard direct, puis Gao, Elisabethville et Tananarive. C'est un peu osé parce qu'ils ne connaissent pas grand-chose aux vols sahariens ou équatoriaux et ils partent fin décembre, qui n'est pas nécessairement une bonne saison dans l'hémisphère sud, puisque c'est là qu'il pleut le plus. Alors, ils ont un assez abondant courrier. Le départ était prévu le 9 décembre 29, mais une tempête balayait alors la France, apparemment. Et ça arrive assez souvent qu'en France, il y a des tempêtes au mois de décembre. Après d'ultimes essais, l'avion a finalement décollé quand même du Bourget le 13 au petit matin. Il emportait 40 litres d'huile ainsi que 1000 litres d'essence grâce à des réservoirs spéciaux qui avaient été aménagés et 35 kilos de courrier, ce qui fait, si on prend un poids moyen de lettres, de 2000, 2500, 3000 lettres, c'est quand même beaucoup. Une partie a été spécialement remontée sur Paris, depuis Lyon essentiellement, ou Marseille, pour prendre l'avion. Et une autre partie est venue d'Alger par le train de nuit jusqu'à Oran, où elles seront récupérées lors de leur escale. Nous avons là, par exemple, une lettre, si j'arrive à la développer. C'est une lettre qui est remontée de Lyon
Pour prendre la correspondance en avion vers Madagascar, il y a correspondance à acheminer par la liaison aérienne France-Madagascar. C'est un pli simple, par commandé, qui est affranchi à 20 francs 50, en suraffranchissement, puisque en toute logique, il aurait dû être affranchi à 18 francs 75, 75 centimes pour le deuxième échelon de poids, plus 18 francs de taxe aérienne pour un poids qui devait être compris donc au deuxième échelon entre 20 et 30 grammes. Il y a le CAD de Lyon, mais finalement, je ne le vois pas. Aurais-je inventé un CAB de nocivé? Alors, non, je le vois en haut à droite, sur le verso. Ah oui, c'est parce que j'ai ma photo qui est, qui est dessus. Voilà, Nocibé, où elle est arrivée le 11 janvier, après être arrivée à Tananarive, donc le 1er janvier. Alors, la première partie donc, de Paris à Gao, il démarre donc, je dis, le 13 décembre 29, au tout petit matin. 10h15 plus tard, et 1500 km plus tard, ils sont à Oran, où ils récupèrent une partie du courrier qui venait d'Alger. L'équipage repart ensuite en direction de Colomb-Béchar et il décide à la nuit de se poser sur une bande de sable à Benif. Le 14, il atterrit à Regan après 600 km courus, mais il commence à avoir quelques petits problèmes. Un fort vent de sable qui s'est levé. Il leur reste ensuite à traverser plein est, le Sahara plein sud, pardon, le Sahara jusqu'à Gao. Et là, ils avaient en main un courrier qui était un pli recommandé d'Angers, adressé au lieutenant-gouverneur de la Haute-Volta, avec la mention affranchi par l'équipage roue Caillol d'Odman et tout à fait en haut, affranchi par l'expéditeur. Alors, un affranchissement à 6 francs qui correspond à la taxe aérienne pour une lettre simple de moins de 20 grammes, mais il manque le port et il manque la recommandation. C'est 5 francs. Hein. Oui. 5 et 1. Ah non, non, 5 francs. Surtaxe 1, c'est gratuit. La surtaxe, elle ne compte pas dans l'affranchissement. Hein. Oui, mais donc de toute façon, ils auraient dû payer 6 plus 50, plus ils auraient dû payer 7,50. Donc là, c'est encore moins affranchi. Mais c'est peut-être un prix officiel, donc il était peut-être dispensé comme c'est destiné au lieutenant-gouverneur de la Haute-Volta, c'était peut-être une administration. Alors j'en doute parce qu'en général, quand il y a écrit affranchi par l'expéditeur, c'est que le postier n'est pas très sûr. Oui. Ou qu'il y a un excédent qui laisse passer, ou qu'il y a un problème. C'est vrai. Donc, autant pour moi, c'est affranchi à 5 francs, alors que ça aurait dû être à 7,50. Oui, 6 francs plus 1 franc plus 50. Oui. Elle est probablement donc venue d'Angers, elle a dû remonter sur Paris, où le jour même, elle a été remise à l'équipage Caillol roue d'Odman, qui était parti au petit matin. Au recto, nous avons donc la mention tapée à la machine comme l'adresse liaison France-Madagascar, la recommandation, la vignette par avion et l'oblitération d'Angers. Et la lettre, donc, arrivée à Gao 10 décembre, a été réexpédiée le 31
été expédiée, elle est arrivée à Ségou le 31. Ça, par exemple, c'est un pli relativement rare que j'ai eu dans des conditions assez exceptionnelles, parce que apparemment, ça aurait été le pli unique sur cette destination pour ce vol. Alors à Bangui, ils y arrivent après donc la traversée plein est d'une bonne partie du continent, Gao, Niamey, puis Niamey, Zinder. Le 19, Fort Archambault, puis à la tombée de la nuit, Fort Lamy. Et le 20, l'avion fait escale à Bangui. Alors là, c'est une lettre qu'on peut qualifier de philatélique, puisque il est écrit prière à monsieur le receveur de bien vouloir retourner la présente enveloppe à l'adresse indiquée au dos. Donc c'est une lettre qui était adressée à Libreville, Gabon, et qui devait retourner à Marseille. Il y a la griffe paquebot sur la lettre et les oblitérations de Marseille, Marseille-Gare et Marseille-Saint-Charles. Donc d'Alger, ça a dû remonter par bateau jusqu'à Marseille. Elle a été prise ensuite à Paris, et elle a été prise à Paris par l'équipage dont on parle en ce moment. Au verso, nous avons un CAD à Bangui du 20 décembre, où la lettre a dû être déposée à l'escale du matin. Elle est le 17 à Brazzaville, mais n'arrive à destination à Libreville que le 3 février 1930, peut-être par voie de mer, vu le délai, mais je ne peux pas m'engager davantage. Elle en repart le 7, puisque la lettre n'a pas été retirée, affranchie à 1 franc 55 par des thèmes du Gabon. Alors là, je ne sais pas à quel tarif ça correspond, ni si c'était le bon, je ne suis pas un spécialiste du Gabon. Et elle est revenue à Marseille chez l'expéditeur, puisque l'on voit le CAD d'arrivée ici du 11 mars. Et elle est revenue par voie maritime. C'est une lettre coupée à droite, ouverte à la mode américaine. Pour ce qui est des tarifs dans les colonies, il y a un document, je ne sais pas si vous l'avez, typiquement c'est le type de document qu'on pourrait mettre en ligne sur notre site, c'est l'ouvrage de Piccirilli sur les tarifs. Attention au droit quand même. Hein. Oui, mais je sais qui l'a, donc Ouais, je sais à qui le demander le droit. Mais je pense qu'on le réserverait qu'aux membres, là, typiquement. On pourrait le saucissonner quand même. Hein. Ben, il est de toute façon en deux morceaux. Faire ça par pays, simplement. Ouais, bon, ok. Ce cachet Roucaillol et Donnement, moi je l'ai jamais vu à part de cette lettre-là. Il est commun, il est signalé par Colo. D'accord, ok. Il est signalé par Colo et on ne le trouve qu'à l'aller et sur certaines destinations africaines. D'accord. C'est une lettre, c'est une de mes lettres, et il est flou, il est naturellement flou. Bon, il n'est pas si flou que ça. Hein. Oui, enfin, par rapport au reste. Oui. Bon. Alors, si nous continuons après Bangui, parce qu'on n'est pas encore au bout de nos peines, le 20 décembre 29, après l'escale donc de Bangui dont on vient de parler, l'avion atteint Coquillateville, qui s'appelait avant Équateurville. On comprend pourquoi. Et là, pas de chance, il va y rester immobilisé toute la semaine à cause de violentes tornades tropicales qui s'abattent sur tout le parcours qui reste à faire. C'était quand même assez osé de partir en Afrique en saison des pluies.
Voilà donc là de gauche à droite, Roux, Caillol et Daudemont devant leur Farman. Vous avez mis document petit, c'est pas moi? Si? C'est vous qui me l'avez passé, me semble. Ah bon? Il me semble. Hmm. Enfin, on ne prête qu'aux riches. Oui, merci, mais vas-y. Et ça, c'est un document que j'ai trouvé que j'ai acheté sur Internet. Là, on a Daudemont qui regarde avec perplexité l'appareil. Roux qui a l'air beaucoup plus décontracté et Caillol aussi. Ouais, bah, Et cette photo, il y a une personne qui a été occultée là, à l'encre. Je ne sais pas qui c'était, je ne sais pas pourquoi. Alors, il faut bien quand même arriver jusqu'à Madagascar et après le long arrêt à Coquillateville, ils peuvent oublier leur corps, hein, c'est déjà râpé. D'autant qu'après Elisabethville, qui touche le 27, le Farman est encore bloqué 3 jours à Quelimane, au Mozambique. Et il touche enfin la terre malgache, 15 km plus loin, à Maatsinzu, entre Majanga et Tananarive, où l'équipe atterrit finalement, et seulement, le 1er janvier 1930, vers midi. Alors, il n'y a pas de record, ils ont eu beaucoup de problèmes, néanmoins, c'est un raid réussi. Et le ministre de l'Air fait parvenir aux aviateurs à Tana le cablogramme suivant, daté du 7 janvier. « Suis heureux de vous adresser tous trois plus chaleureuses félicitations pour splendide performance accomplie, malgré conditions atmosphériques difficiles, en établissant une nouvelle liaison aérienne France-Madagascar et il leur souhaite une heureuse continuation, voyage-retour. » Ça, malheureusement. Je vous ai mis là, pour ceux qui connaissent Tananarive, une photo souvenir, c'est le Rouve, donc la colline, la colline de Tananarive où se trouvait le palais de la reine, les tombeaux des rois, le palais d'argent, le petit Madame Pissou et puis l'église presbytérienne. Tout ça a brûlé en 1995. Et ça a été vaguement reconstruit en béton par Colas il y a 6 ans, dans un style pas fameux. Alors, il y a beaucoup de courriers donc, étaient dans l'avion, ils ont été distribués sans problème à Madagascar. Et finalement, malgré le temps qu'ils avaient pris, plus rapidement que par voie de mer, malgré les aléas de leur voyage. Alors, j'ai donné quelques exemples. Vous avez donc ici une lettre qui était adressée à Vatumand, qui est un port un peu au sud de Tamatave. C'est une lettre de Pontarlier. Pontarlier-Vatumand, c'est assez original comme trajet. En décembre 1929, envoi par avion, en recommandé, affranchi à 13,50, ça c'est le bon tarif, 12 francs de taxe aérienne, 1 franc de recommandation, 50 centimes de port. La lettre a été transportée donc jusqu'à Tana par l'équipage et je ne sais pas quel trajet elle a suivi jusqu'à Vatumand, mais il y avait deux possibilités. L'une, c'est de prendre la route. La deuxième, c'était de prendre le train de Tananarive jusqu'à une escale intermédiaire sur la côte à Nivelan et ensuite de continuer les quelques kilomètres restants par la route. Alors au recto, il y a une mention manuscrite liaison postale aérienne France-Madagascar. Et au verso, nous avons l'adresse de l'expéditeur, la mention de l'acheminement et une précision, prière d'ouvrir avec des s'il vous plaît. Également, bien sûr, le cachet d'arrivée à Tananarive le 1er janvier 1930 à 12h05. Autre courrier qui a été distribué. Là, c'est une lettre de Paris pour un contrôleur des douanes à Tananarive. L'affranchissement est à 12,50, ce qui est normal puisqu'il n'y a pas de recommandation.
Le transport, toujours par l'avion de nos trois amis. Oblitération donc de Paris du 11 décembre. Et au verso, l'arrivée à Madagascar. Je dois en avoir encore un autre. Ça, c'est la lettre de la Compagnie générale de Madagascar à Paris pour un de ses agents à Tananarive. Affranchissement à 12,50, correct comme pour la précédente. Acheminement toujours par la même voie. Il y a des répétitions, mais comme M. Ayache nous a dit fort justement que chaque lettre présentée doit avoir son affranchissement, son trajet et ses marques postales. J'ai essayé de les reprendre à chaque fois. Et au verso, nous avons donc le même CAD Tananarive et à la fermeture par une vignette de la Fédération nationale des anciens coloniaux, PJ du général Mangin. Alors, ça c'est un échantillon de lettres qui sont arrivées à leur destinataire. Il y en a d'autres qui étaient retournées aux envoyeurs, car et elles ont eu la chance, on le verra tout à l'heure, elles ont eu la chance d'arriver à leurs envoyeurs parce que elles n'ont pas pris l'avion de retour avec caillol, roue et dodement. Elles sont revenues la plupart du temps par la voie maritime. Vous avez là une lettre qui est d'Alger, adressée à Saint-Denis à La Réunion, mais évidemment via Tananarive, des établissements Marocali de Casablanca. Alors, il y a un CAD de transit au verso Marseille-Saint-Charles. Donc, elle est allée d'Alger jusqu'à Marseille. De Marseille, elle a dû remonter sur Paris. Paris, elle a été prise par le Farman et elle est arrivée à Tananarive le 1er janvier 1930. Le jour même ou le lendemain, elle est partie sur probablement le lendemain, puisque le courrier est arrivé à 12h05, donc probablement le lendemain, elle est partie par le Tananarive Côte Est, le train qui l'a menée jusqu'à Tamatave, où elle est donc arrivée probablement le lendemain soir, et elle a été remise le 7. Ça fait 3 heures qu'il est devant cette tablette de merde. On ne va pas en parler, mais c'est dingue. Mais c'est dingue. Oh. Vous avez les mêmes commentaires que moi? Oui. Alors, continuez. Donc, le Tananarive Côte Est, qui est un train absolument magnifique, qui ne fonctionne plus maintenant pour les passagers et très peu pour le fret, mais qui était 12 heures de voyage de Tana à Tamatave, c'est extraordinaire. Donc, le Lecomte de Lille, qui est paquebot des messageries maritimes, qui venait de France et touchait la Réunion le lendemain, caché à date de Saint-Denis du lendemain. De là, elle a été retournée à l'envoyeur via Marseille par le même paquebot quand il est reparti sur la France. Avec donc de Marseille, elle est retournée à Casablanca où on a dû la retrouver le 25 février 1930. 25 ou 26. Une question pour la lettre précédente. Pour cette lettre-là, le tarif est de 4,60. Hein. Alors là, le tarif, pour le coup, j'en ai même pas parlé d'ailleurs. Alors là, le tarif, il est de 5 et 5, 10, 11, 50, 14,50. En bas, ça doit être des 5 centimes.
Il est affranchi à, alors attendez, il est affranchi à 3, 4,50, 4,50, 4,60, oui. Donc la lettre de tout à l'heure va être Non, le c'est 5 5 francs. francs. C'est 5 francs. C'est les 5 francs en bas? Ah oui. Et ça serait quand même étonnant qu'une lettre commandée par avion ait été si peu affranchie. Elle aurait quand même été taxée à Mais l'arrivée. c'est marqué 5 francs. Hein. Il y a le FR au-dessus du 5. Ah oui, il y Ah oui, avait exactement, au-dessus. exactement, oui. Oui, donc ça fait Ah oui, 10, il y a 13, 14,50. donc 10, 13, 14,50. Alors 14,50, ça correspond pas à grand-chose. Ça ne correspond pas à grand-chose parce que le tarif normal, c'est 13,50. Sinon, Il est de après, votre collection? celui-là est de ma collection, oui. Attention, c'est départ Maroc. C'est départ Maroc, hein, c'est pas départ France. Donc il doit y avoir 1 franc Maroc-France. Oui. Oui, Alors à ce moment-là, ce serait bon. oui, il y a un franc. Oui. Alors, Ah oui, pour 10 grammes, Maroc-France, c'est 1 franc. alors, vous voyez, là, c'est typiquement le genre de commentaire des participants qui va me permettre de mettre à jour cette explication et d'expliquer cet affranchissement original, donc avec 1 franc pour aller jusqu'en France et La 13,50 partie surtaxe aérienne, 1 franc de surtaxe aérienne. pour. Maroc-France. Oui, 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 oui. Les 50 centimes, c'est le tarif colonial. 1 franc pour C'est le tarif colonial pour toutes les colonies. 1 franc, c'est pour Casa France, et puis après, vous avez le tarif de la France vers Madagascar. Voilà. qui est à 13,50. Qui est à 13,50. Parce qu'il n'y avait pas, à l'époque, il n'y avait pas encore de tarif spécifié entre Madagascar et le Maroc. Donc, il fallait rajouter Maroc-France plus France-Madagascar ou France-Réunion. De toute façon, la lettre n'est pas allée directement de Madagascar, du Maroc à Madagascar. Elle a transité par Marseille. Voilà, c'est pour ça. Par Toulouse, elle a dû Elle prendre attend. la ligne. Elle a dû prendre l'aéropostale même. Bien sûr. C'est très possible. Donc, Eh bien, elle a merci. fait Voilà une- Casa-Toulouse, Toulouse-Marseille, parce qu'effectivement, ça pouvait. Et puis- Non, Casa-Marseille. Elle a fait Non. Casa-Marseille. Oui, c'est ça, mais en passant par Toulouse ou Perpignan. Perpignan, Pas Non, nécessairement. elle va pas- Par Perpignan, oui, mais Par Perpignan. oui, probablement par Perpignan. Barcelone. Alors, dans le commentaire, je dirais qu'il y avait 1 franc pour aller du Maroc jusqu'à Marseille et puis 13,50 ensuite pour aller jusqu'à Tananarive. et Pardon. avec une magnifique, un Royal Gaillac, grand vin mousseux, magnifique. Voilà. Et pour ceux qui, comme moi, sont originaires du Sud-Ouest, Mais moi, je suis originaire de Gaillac. Ah là, c'est encore mieux. Ça existe toujours, le Royal Gaillac, hein? Ah, le mousseux de Gaillac existe toujours, toujours, puisque oui, c'est un bien sûr. mousseux naturel. Bien C'est un sûr, des bien rares mousseux naturels qu'il y a en France. Voilà donc On a non un seulement document. des commentaires philatéliques, mais œnologiques qui plus est. On se cultive sur tous les plans. Ah oui, mais je peux vous donner le cépage aussi. C'est Ah du bon Mosaque. Du Je peux entendre le bruit du bouchon. là. C'est du Je peux mosaque. entendre le bruit du bouchon. là. Allez, Champagne. Donc, merci de tous ces commentaires additionnels que je vais évidemment restituer. C'est une lettre entre parenthèses que j'ai vraiment pas payé cher. Elle a été dans un lot un peu pourri et voilà, parfois on fait des trouvailles comme ça. Autre retour à l'envoyeur, alors là c'est beaucoup plus classique. C'est une lettre de Paris pour Tananarive. Elle est affranchie alors à 16,75
Et là, vous allez peut-être encore m'aider. Alors, 16,75, donc en fait, c'est 14,75 puisque je me suis trompé. Je me suis trompé avec les 2 francs. 10, 12. D'ailleurs, Elle est à 14. elle est à 14,75. 14. Elle est à Pas 14. 14,75. 14. Oui, elle a 14. Il est à 14. 10 plus 2 plus 50 centimes plus Oui. 1,50. Donc ça fait 14. 5 et 5, 10, 12, 12, 13, 14. Oui. Oui, effectivement. Alors, qui correspond à rien, de toute manière. 30 centimes. Il y a 50 centimes de trop. Alors, vous voyez, ça c'est une illustration tout à fait flagrante du fait que si je connais un petit peu les tarifs et tout ça sur Madagascar, dans le reste de l'aérophilatélie, j'ai de grosses lacunes. Et notamment les timbres de France qui ne sont pas du tout ma spécialité. Donc, je corrigerai. Alors, vous dites que c'est très intéressant ce que vous venez de dire, parce que dans cette lettre figuraient les récépissés. Et le récépissé, il est à 16,75. Mais c'est normal. Il y a 50 plus 25, là, vous oubliez le plus 25. Ben oui, mais c'est 14. On les compte ou on ne les compte pas? On les compte ou on ne les compte pas, les suppléments? Ah, mais ils sont payés, mais ils ne sont pas affranchissables. Ils n'ont pas pouvoir d'affranchissement. Ils sont Ils n'ont payés, pas mais pouvoir d'affranchissement, mais ils sont payés, puisque c'est pour les caisses d'amortissement ou pour la Croix-Rouge. Alors là, c'était pour la Croix-Rouge, je pense. Et il y a bien un affranchissement qui est noté à 16,75. oui, c'est-à-dire qu'ils ont payé ces Ils ont 75. payé Oui, 16,75. oui. Mais c'est un pouvoir d'affranchissement que de 14. Que de Voilà. 14. Ils ont payé 2 francs Oui. 75 pour les bonnes œuvres. Voilà. Et est-ce Donc, que c'est normalement, le bon affranchissement n'aurait pas dû figurer dessus? Non. Aucune raison. Non, là, c'est le récépissé de ce qu'a payé, ce qu'il a payé au guichet. Voilà. C'est son reçu, oui. Vous achetez les timbres, vous le récépissé, mais après le reste. C'est comme aujourd'hui les timbres Croix-Rouge, hein, vous payez un petit quelque chose en plein pot, mais votre pouvoir d'affranchissement est inférieur à ce que vous avez payé. D'accord. Alors, voilà le verso. Voilà le verso, puisque la lettre est retournée sur Tananarive, inconnu à l'appel des facteurs. Donc, le pli a été retourné le 7 janvier, non par le vol de retour de Roucaillol-Dodement, mais par le général Duchesne, qui était le paquebot numéro 8 des messageries maritimes, passant à Tamatave le 7 janvier et arrivant à Marseille le 8 février. La lettre a alors transité par Paris avant d'être remise à l'expéditeur, à Limoges. Voilà une lettre aussi qui a un circuit assez compliqué. Un autre retour à l'envoyeur, alors là c'est du super classique, c'est le fameux Fouminet, Georges Fouminet, philatéliste, aérophilateliste, journaliste bien connu. J'ai plusieurs correspondances d'ailleurs de Fouminet avec des pilotes. Donc ce document est adressé poste restante à Tana et poste restante au Bourget. Alors que M. Fouminet habitait à Aubervilliers. Et cela lui permettait, puisque le pli a effectivement voyagé, donc c'est quand même un courrier réel, d'avoir dans sa collection un bel exemple philatélique avec tous les tampons qu'il fallait.
L'affranchissement, là, pour le coup, me paraît insuffisant. Il est à 10, 11,50. Alors, sauf normalement, il y a la recommandation, il y a par avion, donc il était à 13,50 normalement. Là, j'espère que je ne me suis pas trompé. Les oblitérations de départ du Bourget, le CAD d'arrivée à Tananarive. Il n'y a pas celui du retour, puisque c'est toujours le 10 décembre 29. Alors, une fois arrivé à Tananarive, il fallait bien qu'il retourne en France. Et le 10 janvier 1930, après 8 jours de repos, dont les 3 hommes ont profité pour visiter l'Aquitache. Vous vous souvenez peut-être, c'est un lac de retenue de fleuve où Bernard et Bougot avaient délesté une partie de ce qu'ils transportaient pour pouvoir repartir sur la métropole. Et également, lorsqu'ils retournent, ils passent par le canal de Mozambique et arrivés à peu près à mi-chemin, ils survolent l'une des îles éparses, dont je vous parlerai peut-être un jour, où se trouvait... Pardon ? Îles éparses parce qu'elles font partie d'une lourde polémique entre la France et Madagascar. Et à ce moment-là, précisément, il y avait sur le petit aéroport de l'île de Juan de Nova les coéquipiers de Goulette et Marcheseau qui étaient en train d'essayer de réparer leur Farman qui avait dû se poser là en catastrophe. Donc Roux se pose à Kéliman, dont le gouverneur annonce l'arrivée par câble, précisant que l'avion doit normalement repartir en direction de Élisabethville. Après Kéliman, il doit aller à Élisabethville. Et malheureusement, l'avion est ensuite signalé à Port-Franqui, puis disparaît, on perd sa trace. Selon toute vraisemblance, après avoir été frappé par la foudre, il se serait écrasé en pleine forêt entre les postes de Luboué et Bandundu, le long du grand fleuve Kasaï, à 350 km de Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa. Les recherches entreprises par les autorités belges permis de découvrir le débris de l'appareil seulement le 14 mars. Donc 2 mois après. L'illustration du 14 juin relatait que les corps des disparus ont été retrouvés près des débris de l'appareil dans la grande forêt équatoriale à proximité du Kasaï, donc le fleuve, et qu'ils furent pieusement placés dans des cercueils et exposés au consulat de France à Léopoldville avant d'être rapatriés sur Bordeaux. Par pudeur, sans doute, et respect pour les disparus, l'hebdomadaire n'a pas signalé que les corps retrouvés semblaient avoir été dévorés. Alors on hésitait soit par des fourmis, soit par les cannibales. Cette thèse des cannibales est rejetée par certains, reprise par d'autres. Collot notamment la reprend. Et moi j'ai trouvé sur Internet, dans un forum de discussion, un commentaire d'un descendant de Dodement qui disait « J'ai souvent entendu parler de cette histoire et les yeux tragiques de cette mission d'exploration, leurs ossements retrouvés dans une tribu de cannibales. Je sais aussi que leurs restes ont été retrouvés grâce à un missionnaire qui a aperçu autour du cou du chef de cette tribu un instrument de bord de leur avion écrasé. Mon parent m'a aussi raconté qu'ils avaient eu des obsèques nationales et avaient été décorés à titre posthume de la Légion d'honneur. » Donc voilà une triste fin, et c'est ce qui fait le côté tragique et célèbre, si l'on ose dire,
du périple de Cailleul-Roux et d'Audemont. C'est cette fin tragique dans la forêt équatoriale. Alors, on a quand même retrouvé un certain nombre de lettres. On en a retrouvé 756 exactement. Et ces lettres, elles portent toutes une griffe spéciale, accident RAID Madagascar-France, accident du 13 janvier 1930. Celle-ci, donc, c'est un envoi en recommandé du colonel Renard à Tananarive pour la France. L'affranchissement conforme à 13,50 par des timbres au Philanzane. Transport par notre malheureux équipage. Oblitération Tananarive. Très belle frappe de griffe au verso. Assez bonne conservation du document, bon, compte tenu des circonstances dans lesquelles il a été retrouvé. Et belle oblitération également de Chiché. Ça, c'est un document. Philanzane. Alors, le Philanzane, c'est une chaise à porteur. Vous voyez ici, vous avez quelqu'un qui est porté. Oui, je vois. Voilà. Alors, il faut savoir, si vous avez 2 minutes, que le Philanzane, c'est une chaise à porteur, un fitacon, comme on pouvait dire. Sit and chair, disent les Anglais. Alors, vous avez 4 porteurs. En réalité, vous en avez 8. Parce que, sauf là, ils sont en train de monter vers le palais de la Reine à Tananarive. Il y a 8 porteurs, 4 qui courent en vous portant, et puis au moment du passage de relais, à pleine vitesse et sans arrêt, hop, les brancards passent d'une épaule à l'autre, et hop, vous avez la deuxième équipe qui rentre en service à pleine vitesse. Il paraît que c'était très impressionnant. Bien, je me suis cultivé sur ce moyen de transport écologique. Oui, mais coûteux parce que très, très lourd en main-d'œuvre. Les 35 kilos de courrier de l'aller étaient arrivés à bon port, mais du courrier de retour, on n'a récupéré que 756 lettres éparpillées, souvent très endommagées. Alors, vous avez celle-ci. J'en ai pas mis beaucoup. J'ai essayé de mettre celle qui présentait un certain intérêt. Ça, c'est un courrier recommandé de Tana par M. Boucher de la Sûreté Générale à son épouse ou à sa mère à Lévécourt en Haute-Marne. 13,50 d'affranchissement, l'oblitération de Tananarive et le tampon violet. Je vous en ai mis une autre qui est un courrier de Tananarive Vincennes d'un membre du cabinet du gouvernement général. Alors, légèrement suraffranchi à 13,65 au lieu de 13,50. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que c'est sur un entier. C'est sur un entier postal à 50 centimes, sur lequel on a rajouté des timbres. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un assortiment de timbres de plusieurs émissions. Des émissions de 1908, de 1922 et de 1927. Toujours nos 3 malheureux. Oblitération de Tananarive et je l'ai mis en réduit parce qu'il y avait une lettre à l'intérieur qui était en tête du gouvernement général, du cabinet du gouverneur général. Cette lettre est à la famille et ne présente pas d'intérêt historique particulier. Mais c'était l'assortiment de timbres que je trouvais original. Alors une autre qui est intéressante, je passe sur les mentions qui sont presque toujours les mêmes, sauf que celle-là, elle est... Alors, si, celle-là, elle a l'intérêt d'avoir été affranchie à l'aller et au retour. Et il y avait une lettre dedans
un morceau disait, et c'est assez poignant quand on retrouve ça, j'ai affranchi à 26 francs, je vous la retourne par l'avion qui doit partir tantôt, de façon qu'elle puisse avoir son verso couvert de timbres de Madagascar. Cette enveloppe aura donc fait l'aller le retour avec 50 francs de timbres divers, et voilà. Donc ça, c'est la particularité de cette lettre, ce morceau de lettre. En réalité, il n'a pas franchi à 26, mais à 24, mais on ne va pas chipoter pour autant. Alors, les griffes, en principe, Raid Madagascar-France, accident du 13 janvier 1830, sont presque toujours frappées en majuscules. Et grâce à Dominique Petit, nous avons ici une exception où le document est frappé en minuscules. Et j'ai eu beau chercher, fouiller partout sur Delta, Pibé et compagnie, j'ai pas trouvé d'autres que celle-ci. On notera quand même qu'il y avait une particularité. Bon, il y a les chiffres qui dansent un peu, et puis le A de janvier est en fait un V à l'envers, et également sur le document manuscrit. C'est pour Monsieur Fouminet, passe, il n'y a pas plus de commentaires originaux que sur les autres documents. Alors, cette taxe... Pardon? Il n'existe que 2 types de griffes sur ces plis, un avec lettres majuscules et l'autre avec lettres minuscules. Donc, il n'y a pas d'autres cachets à chercher ou à trouver. D'une part, mais surtout, avec lettres minuscules, c'est extrêmement rare. Oui. Je vous dis, c'est la seule que je connaisse, et merci Monsieur Petit, qui m'a également passé le document suivant. Je vous ai dit que la griffe était toujours tapée au verso. Eh bien, nous avons là un exemple où elle est frappée au recto. Alors, il ne faut pas confondre. Vous avez des lettres qui sont attribuées par erreur au raid Caillol, Roux et Dodement. Je vous en montre une. Vous voyez, on a Roux, Caillol, Dodement. D'ailleurs, c'est Dodemont. Mais ce n'est pas du tout la même époque. On est en 1931. En fait, c'est un document, c'est une lettre du deuxième raid de Goulette, qui était reparti vers Madagascar le 14 mars 31 avec Salel et Bouillet. Salel qui était le compagnon de Maurice Hills. Ils avaient baptisé leur farman Roux Caillol Dodement en l'honneur de l'équipage disparu l'année précédente. Ils étaient arrivés à Tananarive le 26 mars 31 et ils en étaient repartis le 11 avril. Passé par Kéliman, Elisabethville, puis le Louabourg, mais l'avion a été accidenté à Léopoldville, où il restait immobilisé pour réparer. Il a dû attendre des pièces de rechange, et une fois réparé, après d'autres péripéties, détour par Saint-Louis du Sénégal, panne de moteur, dont peut-être un jour on parlera, il atteignait Paris le 1er juin 1931. Donc, erreur, ça n'est pas Caillol, Roux, Dodement, c'est le nom de l'avion. Voilà, si je peux me permettre, ce n'est pas une erreur. Hein. Sur la lettre, on met simplement le nom de l'avion, comme ça arrive quelquefois. Oui, sauf que oui, vous avez raison, mais il est possible aussi qu'il ait écrit autre chose et que ça a été occulté par la vignette par avion. Peut-être. En tout cas, ce qui est notable, c'est que le drame qui était arrivé à nos 3 pilotes avait beaucoup frappé évidemment toute l'aéronautique, et c'était un très beau geste de la part de Goulette de rebaptiser son avion en leur honneur. Donc voilà. Tout le monde voit? Oui. Très bien. Tu peux remonter, s'il te plaît, d'une case afin d'avoir la première page.
Ah, pardon. Ah, Merci. Donc tout le monde m'entend. Oui, oui, oui. C'est parfait. Ouais, c'est- Ça faisait déjà pas mal de temps que je souhaitais faire une présentation sur l'ATI. Mais Mettez en plein écran. alors est-ce que je peux mettre, parce que c'est un PDF, donc est-ce que je peux le mettre en plein écran? Attendez voir, je peux déjà enlever ça, ça sera déjà mieux. Est-ce que je peux mettre plus en… Si c'était du PowerPoint, je pourrais. Si c'est du… Eh ben attends, si tu veux, je prends la main avec… Oui, c'est vrai que je te l'ai envoyé en PDF. Appuyez sur plus en haut. Où est-ce qu'il est le plus? En haut. Ah oui, ici peut-être. Voilà, mettez 100. Pleine largeur, je vais mettre, tiens. Mais à ce moment-là, tu ne verras pas tout le haut et le bas. Diminuez. Taille réelle. Mettez 100, mettez 100. Vraiment. Mettez 100%. Voilà. Je vais mettre 100, voilà. Voilà. Allez, on marche comme ça. Ok, merci. Donc oui, je disais que ça faisait quelque temps que je voulais faire une présentation sur l'ATI, mais Dominique me répondait toujours, est-ce que ça va réellement intéresser le cercle aérophilatélique français? Et donc finalement, pour répondre à la question, l'idée a été de rebondir en zoomant sur le fait de se poser justement la question, y a-t-il eu du courrier au départ de France et qui a été transporté par la compagnie aérienne italienne DATI? Donc sur cette première page de présentation, vous pouvez voir à droite une carte postale publicitaire de la compagnie, une des nombreuses cartes publicitaires qui ont été éditées par cette compagnie pour la promouvoir et qui ont été dessinées pour la plupart par le même illustrateur bien connu, Bocasile. Vous noterez là, en bas à gauche, le petit logo de la compagnie qui est une mouette. Je peux passer. Et tu remarqueras que sur la carte postale que tu as présentée, on voit un avion qui tombe. Or, c'est extrêmement rare que les illustrateurs présentent les avions dans ce sens-là. On les présente généralement le nez en l'air. Oui, le nez en l'air, oui. Tout à fait. Alors, c'est une carte qui est extrêmement rare. Donc, lorsque je mets je possède le document, vous verrez plus tard, je mets collection personnelle. Ici, c'est une reproduction. Malheureusement, c'est une carte que je n'ai jamais vue en vente pour le moment. Je l'ai uniquement vue dans les ouvrages spécialistes. Une présentation donc, du service LATI. Depuis fort longtemps, l'Italie souhaitait, au travers de l'aviation, promouvoir le pays et les forces du pays, notamment avec les raids d'Italo Balbo en 1930-1934. Donc, de nombreux vols précurseurs ont été faits sur ce trajet pour l'Amérique du Sud. Et pour finalement aboutir en 1938 avec la signature de contrats postaux avec le Brésil, puis avec l'Argentine le 6 mars 1939, ce qui a permis ensuite à l'ATI de mettre en place les installations nécessaires pour réaliser ce trajet entre l'Italie et l'Amérique du Sud, puisque la plupart des installations existantes leur avaient été refusées, et pour les raisons historiques que l'on connaît. Et donc, les Italiens ont dû construire à de nombreux endroits leurs propres installations et leurs propres pistes, et notamment celle de l'île de Sal, une petite île du Cap-Vert,
afin de débuter la traversée de l'Atlantique Sud au niveau de l'Afrique. Donc le premier vol de Lati a été réalisé le 15 décembre 1939. La compagnie, le service Lati a duré 2 ans, en tout et pour tout, puisque l'arrêt de la liaison a eu lieu le 19 décembre, quelques jours forcément après la déclaration de guerre entre les États-Unis et l'Italie et l'Allemagne. Lati, au total, pendant ces 2 années, aura tout de même réalisé 211 traversées, puisque, je l'indique sur la page de droite, la fréquence du service régulier hebdomadaire en aller et retour. Donc, pour 2 années, le service était plutôt régulier, donc avec ces 211 traversées réalisées pour ces 2 ans. Pas moins de 75 tonnes de courrier transportés, et également quelques passagers sur ces 2 années, pour un nombre de 400 passagers. Et dernier point important, puisqu'on va y revenir dans les pages suivantes, le courrier Lati pour l'Amérique du Sud transitait en une dizaine de jours. Donc sur la partie gauche, vous visualisez les horaires de la compagnie en 1940. Et vous verrez que les départs de Rome étaient réalisés les jeudis, pour des arrivées à Rio de Janeiro le dimanche, et dans l'autre sens, ils partaient de Rio le vendredi pour arriver à Rome les samedis. La route qui a été retenue par les Italiens a été la suivante. Donc, départ forcément de Rome. Vous avez escale... Pardon? Non, c'est rien, c'est pas grave. Une escale forcément à Séville, puis Villa Cisneros, avant d'atteindre le point de départ de la traversée de l'Atlantique Sud, donc qui a été choisi sur l'île de Sal, au Cap-Vert, pour rejoindre classiquement Recife, puis ensuite Rio de Janeiro. Ce trajet était en moyenne réalisé par Lati en 26 heures. Il y avait également aussi une connexion Séville-Lisbonne pour aller chercher le courrier vers l'Amérique du Nord. Les avions qui étaient utilisés pour ces traversées, c'était des Savoia Marchetti, donc des avions italiens, des avions militaires qui étaient démilitarisés pour réaliser les traversées. C'était les SM-83 et permettre de prendre quelques passagers. Et ensuite, il y avait les SM-82, 75, 79 pour réaliser les liaisons terrestres. Tu peux passer. Excuse-moi. S'il te plaît. Donc après cette introduction sur Lati, et afin de commencer à aborder la fameuse question du courrier français éventuellement transporté par Lati, un rapide rappel sur la distribution du courrier français à l'époque. On sait tous que jusqu'en juillet 1940, le courrier français pour l'Amérique du Sud était assuré par Air France, et que là aussi, le courrier transitait largement en moins de 10 jours. Puis, à la suspension du service Air France en juillet 40, naturellement, et à la demande des autorités françaises, la ligne qui a été choisie était la ligne disponible de Paname, via la ligne FAM 18 qui rejoignait Lisbonne à New York et qui avait été ouverte en mai 1939. Un mot sur le contrôle du courrier, qui est également primordial dans l'analyse des lettres qu'on va aborder tout à l'heure. L'Italie était neutre au début de l'exploitation du service, et donc le courrier au départ d'Italie n'était pas soumis à la censure alliée. C'était un des avantages majeurs du fait que le courrier transitait par ce service. Et d'autre part, le courrier qui venait des pays européens qui utilisaient ce service italien n'était même pas systématiquement soumis au contrôle de la censure italienne. Je peux passer.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, l'Italie a été neutre jusqu'à quand? Jusqu'à la déclaration de guerre avec la France, non? Jusqu'à la déclaration de guerre, mais qui a eu lieu bien au-delà de juillet 40. Quelle a été la date où les Italiens sont... C'était peu de temps après, non? C'était... Je devrais le savoir, mais je ne le sais plus. Juin 40. Oui. Pour moi, les Italiens sont rentrés en guerre en juin 40. Oui, c'est ça, oui. Oui, tout à fait, en juin 40, oui. Alors, moi, j'avais pas cette date. Moi, j'avais pas cette date-là. Mais forcément, Bon, continue, mais pour moi, les Italiens sont... pas mon date-là. Mais oui, on y reviendra. On y reviendra après. pour l'essentiel. La première partie de... Oui, exactement, c'est le 10 juin 40. Le 10 juin 40. Mais donc là, il faudra que je revoie le paragraphe, éventuellement concernant le contrôle de la censure italienne. Oui. Bon, avance, mais il y a quelque chose éventuellement à revoir. Enfin, peut-être, je ne sais pas. Oui, oui, je verrai effectivement si ça a une influence. Si ça a une influence ou non, mais... Oui, tout à fait, oui. Donc, en termes de recherche pour savoir si du courrier français a été transporté, deux axes, la recherche documentaire et l'étude des lettres. Donc, premièrement, la recherche documentaire, dont vous trouverez en fin de présentation la liste des documents disponibles que j'ai pu consulter. Dans tous ces ouvrages, j'en retiens trois faits majeurs. Le premier, Petit A, dans l'ouvrage de Richard Bass, qui est, selon les spécialistes, la référence sur le sujet Lati, et il fait état de la liste des pays européens utilisateurs de la compagnie pour leur courrier vers l'Amérique du Sud. Richard Bass identifie 17 pays, et donc logiquement, du courrier italien, du courrier allemand et les autres pays contrôlés par les Allemands, mais également aussi le courrier issu des pays neutres, comme la Suisse, le Portugal ou la Suède. Mais dans cette liste, pas de France et logiquement pas de France, pas de Grande-Bretagne non plus, pas de courrier des Alliés, puisqu'il était, comme on le disait dans le slide précédent, transporté à la demande des autorités françaises par Paname. Une remarque importante dans un ouvrage, dans une revue, d'un article qui a été rédigé par Martin Kurzworth, avec lequel je suis en relation pour cette fameuse question de courrier français, il s'interroge lui également sur le sujet. Une remarque importante, et qui est le suivant: le défaut de censure alliée, pour sa part, ne peut que signifier le transport par Lati. Donc, ça aura son importance sur les quelques lettres que je vais vous présenter tout à l'heure. Et dans le pavé de Boyle, qui s'appelle Airmail Operation During World War II, il dit: l'Italie ne censurait pas systématiquement le courrier transporté par Lati. Et effectivement, on va pouvoir le vérifier sur les lettres qu'on verra tout à l'heure. Tu peux passer, mais déjà, premier élément important, selon les ouvrages consultés, il n'y a pas eu officiellement de courrier français transporté. Deuxième partie de la recherche, essayer de retrouver des documents officiels de l'administration, des PTT de l'époque, pour essayer d'en savoir plus. Alors, j'ai pu retrouver deux notes, malheureusement un peu tardives, mais bon, voilà, tardives en termes de temps par rapport à la durée du service Lati, puisque, étant donné qu'il a terminé en décembre 41, ces notes datent du 4 octobre et la prochaine de décembre.
Mais c'est intéressant, puisque ça remet en cause le fait que le courrier français a pu uniquement être transporté par Paname. Quelques extraits de cette note. Seule la première voie, Lisbonne-New York, exploitée par la Paname, est utilisée par le service postal français. Mais, en raison des événements et en vue... non, c'est dans la continuité. En raison des événements et en vue de sauvegarder les intérêts de la compagnie Air France, l'administration des PTT avait jugé nécessaire de ne pas utiliser la voie italienne. C'est ensuite que ça devient intéressant. Or, la ligne Lisbonne-New York ne présente plus les garanties de sécurité indispensables au bon fonctionnement d'un service postal. Et la conclusion est donnée, il y aurait intérêt à mettre à disposition du public la ligne d'Ati. Voilà pour la première note. La deuxième note du mois de début décembre dit que l'administration des PTT est intervenue auprès des affaires étrangères en vue de savoir si rien ne s'opposait à l'utilisation de la ligne, l'ATI. Par lettre en date du 16 octobre, ce département a fait connaître qu'il n'avait aucune observation à formuler, mais toutefois qu'il désirait connaître le lieu et les conditions dans lesquelles s'exerçait la censure italienne. Pour le coup, le courrier français pour l'Italie était censuré à Milan. Donc voilà ces deux notes qui, quelque part, pourraient nous orienter sur le fait que des lettres françaises auraient pu être transitées par l'ATI. Donc continuons. Et je vous présente quelques lettres, parce que malheureusement, j'en ai pas trouvé beaucoup, et mes collègues correspondants non plus. Mais on va commencer par une première lettre pour vous montrer un courrier qui a transité par Paname. C'est une lettre au départ de Villeurbanne, donc zone... pardon, donc au départ de Villeurbanne le 27 novembre, qui a transité par Marseille, puisque tout le courrier aérien était centralisé à Marseille à cette époque, à destination de Sao Paulo. Le courrier est parti via Lisbonne, a été censuré aux Bermudes avec la présence de la bande de fermeture ici et le PC 90 qui localise la censure aux Bermudes, et ensuite a été distribué à Sao Paulo le 24 décembre. Donc c'est un pays qui voit son affranchissement par avion conforme. La surtaxe aérienne à l'époque était de 20 francs, et le tarif de la lettre pour l'étranger était de 2,50 francs. Donc on est bien sur du 22, était de 1,50 franc. 2,50 francs. On est bien sur du 22 francs. Et sur une durée d'acheminement de 27 jours, donc il confirme effectivement que des usagers, à force de visualiser ces temps de trajet énormes, ont pu râler auprès des services des postes qui ont très certainement abouti aux deux notes qu'on a parcourues tout à l'heure. Alors, deux hypothèses possibles, soit la lettre était transportée par Paname, soit par l'ATI. Pour le coup, étant donné que la lettre a été censurée aux Bermudes, on est certain que ce courrier a été transporté par Paname, et notamment par le vol 477 qui a atterri à New York le 18 décembre. On peut noter la mention via Air France qui aurait dû être rayée, mais qui ne change rien au fait que cette lettre a été transportée par Paname. Ensuite, je vous présente quelques lettres qui ont l'intérêt majeur de ne pas présenter de censure. Donc ici, une au départ de Valence, en zone libre, datée du 30 mai, donc sans censure, avec une arrivée à Rio de Janeiro le 25 juin. Tout de même, 31 jours après. L'affranchissement ici aussi par avion est conforme. Et donc, on étudie les deux hypothèses possibles, soit Paname, soit l'ATI.
dans le registre des vols de ces deux compagnies, on voit qu'un vol de Paname a atterri à New York le 22 juin, ce qui est cohérent avec le 25 juin d'arrivée à Rio, mais que le vol LATI par le Savoia Marchetti 82 immatriculé Iboli, qui a traversé l'Atlantique Sud le 23 juin, est aussi cohérent d'une distribution du courrier à Rio le 25. Alors, malheureusement, pas de cachet de transit, donc pas de censure ni alliée ni italienne. Donc rien ne prouve que ce courrier a été transité par Paname, mais rien ne prouve non plus qu'il a pu transiter par Lati. Donc, pour cette lettre-là, on reste encore dans l'expectative. La suivante. Une lettre au départ de Marseille en zone libre du 9 mai 41, à destination de Buenos Aires, où elle est arrivée le 23 mai. Ici, on est sur une durée de trajet largement inférieure, puisqu'on est sur 14 jours. L'affranchissement par avion est correct, avec un bel affranchissement avec le 50 francs d'Inmer, donc un affranchissement à 56 francs 50, qui correspond au troisième échelon de la surtaxe aérienne, qui était à l'époque de 18 francs. 18 francs x 3, 54, plus les 2 francs 50 de tarifs de lettres pour l'étranger. Deux hypothèses possibles, Paname ou Lati. Vol Paname possible, puisqu'arrivée des vols 368 et 370 à New York le 20 mai. Mais aussi, hypothèse Lati possible, avec le vol du SM-83 qui a atterri à Recife le 19 mai. Donc tout aussi compatible d'une distribution le 23 mai à Buenos Aires. Par rapport à la précédente, on a une durée d'acheminement qui est largement plus courte, qui nous ferait dire qu'elle aurait pu être transportée par Lati, mais là non plus, pas de censure, pas de cachet de transit, ni à Lisbonne, ni ailleurs. Malheureusement, ce document, nous ne pouvons pas trancher sur le fait qu'il ait pu être transporté ni par Paname, ni par Lati. Troisième lettre disponible, sur les quatre seuls que j'ai pu retrouver dans cette configuration, qui est de départ de Marseille le 11 juillet, arrivée Buenos Aires le 31. Là, on a une durée de trajet de 20 jours, affranchissement par avion conforme, je ne vais pas le détailler. Hypothèse de vol, de la même façon pour les deux précédentes lettres, il est tout à fait possible que ce soit un vol Paname ou vol Lati. Seul élément supplémentaire pour éventuellement nous aider, c'est la présence de la griffe avion atrasado, qui signifiait que le courrier est retardé et qui était apposé lorsque le retard était supérieur à 24 heures. Alors, je ne suis pas spécialiste de ces griffes-là, de ce que ça peut et pour quelle compagnie, dans quel cas de figure ça a été appliqué, mais est-ce que ça peut être une indication pour notre sujet ou pas, ça je ne sais pas le dire. Mais en tout état de cause, rien ne prouve non plus qu'elle aurait pu transiter par Lati. Et enfin, la dernière, qui est sur la même configuration, au départ de Lyon, le 14 octobre, pour Santiago du Chili, arrivé le 1er novembre. Malheureusement, toujours pas de cachet de transit, affranchissement par avion conforme, une durée de trajet ici de 18 jours, donc légèrement inférieure à la durée critiquée par les usagers français. Un vol Paname possible qui a atterri le 27 octobre, un vol Lati également cohérent avec une arrivée à Recife le 30 octobre pour être distribué le 1er. Il est également possible que ce courrier ait pu être transporté par Lati, mais on est toujours dans le doute.
Et qu'est-ce qu'on dit, Monsieur Cosworth? Monsieur Cosworth en dit la même chose que ce que je vous en dis aujourd'hui, c'est que on n'arrive pas à statuer sur le fait que ces courriers soient transportés par l'ATI. Ce qui nous aiderait, c'est du transit ou de la censure. À l'époque, il avait sollicité Bertrand Sinet pour éventuellement imaginer une connexion avec le réseau aérien français et qu'une jonction serait possible tout autour de Villa Cisneros ou un peu plus bas pour récupérer le courrier français qui serait venu de Marseille et que l'ATI le prenne à Villa Cisneros pour l'emmener ensuite en Amérique du Sud. Bertrand, a priori, lui aurait pas répondu, il n'aurait pas fourni de réponse. Donc, on cherche toujours. Bon. Donc, au bilan, oui. Au bilan, donc, vous verrez toute la liste des ouvrages qu'on a pu consulter avec Martine et d'autres. Aucun ouvrage consulté ne fait mention du courrier au départ de France. Malgré tout, des experts affirment que du courrier français a pu voyager par l'ATI, par exemple les lettres comme les lettres précédentes. Malheureusement, on ne voit aucune mention via l'ATI, par service italien, etc., comme on le voit sur les lettres au départ des autres pays européens qui ont utilisé l'ATI. Et donc, pas de cachet de transit. D'ailleurs, je ne sais pas si les Italiens à Rome, le service postal a posé souvent des cachets de transit. Vous avez du courrier, monsieur. C'est pas grave, c'est pas grave. Aucune trace de censure italienne non plus. Et sur les lettres présentées, donc les 4 seules lettres que j'ai trouvées dans cette configuration sans censure britannique alliée aux Bermudes, la durée d'acheminement n'est jamais inférieure à 10 jours. Alors que le courrier des autres pays européens ayant utilisé l'ATI, lui, était toujours inférieur à 10 jours, très largement inférieur à 10 jours. Donc ces lettres-là, qui ne présentent aucune censure alliée, suscitent toujours le doute, puisque, à contrario, toutes les lettres on l'on connaît, et il y en a de très nombreuses au départ de France pour les États-Unis ou le Canada, elles sont toutes censurées Bermudes, Trinidad ou ailleurs, puisqu'on considère que la censure des Alliés pour ces courriers-là était réputée comme être systématique. Donc, le recensement des lettres, de ces lettres douteuses est très limité, puisque là, je ne peux vous en présenter que 4, et je n'en connais pas plus, ce qui exclut éventuellement l'existence d'une connexion contractuelle entre l'Italie et la France, puisque une autre hypothèse, plutôt que d'avoir une jonction avec le réseau aérien français, on imaginerait plus avec les Italiens une connexion entre l'Italie et la France pour faire transiter le courrier entre Marseille et Rome par un moyen à trouver. Tu nous laisses dans un doute terrible. Ah, terrible. Qu'est-ce qu'en pense Monsieur Riccitelli? What do you think, Mr. Riccitelli? Yes, very interesting the presentation, especially regarding the document, official document show. I may agree with Patrick about this doubt about the transport by LATI of French mail. I think that it is very difficult to find French mail
toward the hands of service, because the situation, the war situation in Italy was very difficult in the 41. So I think that if it's possible to find some letter, it's possible to find in the first period, but after the hand of Air France, in a segment, in a time sector very close. I don't know if I explain my opinion, because my English is not so good. If you want, I can speak Italian. Maybe can be better. Who understands Italian? Ok, dicevo, ripeto quello che ho detto. Sono d'accordo con il signor Patrick relativamente all'esposizione. In effetti è difficile trovare posta in partenza dalla Francia trasportata con il Corriere Italiano, e credo che sia molto più difficile trovarla man mano che ci si sposta verso la fine del Corriere, perché la situazione bellica in Italia e anche la disposizione dei mezzi della Lati, che nel frattempo era impegnata con la stessa flotta anche in Africa, quantomeno nel primo periodo, e poi anche con i SAS un po' dappertutto, i voli erano sempre più difficili da fare, e soprattutto è difficile trovare la coincidenza, essere sicuri che una lettera è stata trasportata con la Lati, perché non abbiamo un repertorio di voli ben preciso per la Lati. Abbiamo solo il repertorio che mostra BATE, che poi a sua volta è un elenco di voli che proviene da un'altra fonte più antica. E quindi mentre per la Pan America noi abbiamo un repertorio ben preciso, con date ben precise, in partenza da Lisbona, con arrivo a New York, in date ben precise, con la Lati questo non l'abbiamo, e quindi non possiamo con ragionevole certezza dire questa lettera è stata trasportata con la Lati. Però è vero anche le considerazioni che sono state fatte relativamente alla censura. In effetti sicuramente una lettera, quella è, diciamo, è la cosa più ovvia, la conclusione più ovvia è che se una lettera non è censurata, presumibilmente ci sono buone possibilità che sia stata trasportata con la Lati. Però io dico nel primo periodo, in un segmento temporale molto limitato. Se si va verso il 41 diventa sempre più difficile trovare lettere trasportate con la Lati. Secondo me sono state quasi tutte trasportate con la Panama. Ok. Non so se siete d'accordo. Siete d'accordo, Patrick? Thank you. Sarebbe interessante comunque, lo propongo, sarebbe interessante poter scrivere, se può fare un articolo su questo argomento, presentando anche il documento, e lo possiamo pubblicare contemporaneamente sia sul bollettino del CAF che in italiano sulla Ida Flash, se siete interessati. Ok, quelqu'un a très bien compris l'italien là? Parce que moi je n'ai plus que quelques mots. Qui a compris tout? A compris? Did you understand Miss Petit? Or not? No, I understand part of it, but I'm not fluent in Italian. So, Mr. Cahuzac, you don't speak Italian? I thought you. No. No. We need to... My proposal is to
to issue this presentation like article both in CAF Bulletin and AIDA Flash. Next, See? please. Oh, When you want and if you want. yes, of course. Oh, yes, yes, definitely. Very interesting, yes. It would be interesting if you could further investigate or maybe ask within the AIDA organization. Can be the first article to open a discussion about this argument. Yes. And you can, I can send you the presentation, no problem. It will be on our website anyway, but I can send it to you. And it But would first, be first, it's possible for me to translate in English. Maybe it's better than in French. No, I can translate from French. Okay. In Italian is not a problem. Okay, thank you. And you can the same article we can issue in Italian and French on both review. Yes, yes, no problem. Yes, okay for me, of course. Je suis obligé de partir, monsieur Paty. OK. OK. Je suis obligé de partir. Qui parle là? Monsieur Canuel. Ah, monsieur Canuel, OK. 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 Bon, à bientôt. Merci de votre participation. Oh, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi. Bonne continuation. Merci. Donc tu peux, pour terminer, pardon, pour terminer rapidement les deux derniers slides. Voilà. Donc je relatais l'hypothèse, l'éventuelle hypothèse apportée par l'importance des PTT. Mais comme on l'évoquait tout à l'heure, par quel trajet? Et je concluais par le fait que, effectivement, le mystère reste à élucider. Donc, je mettais à disposition mon adresse mail pour recevoir les plis que vous pourriez bien vouloir m'envoyer pour essayer d'avancer sur le sujet. Et dans le dernier slide, s'il te plaît. Et je pense qu'on va le transmettre à nos amis italiens qui ont peut-être à la réflexion, en cherchant, ils ont peut-être des éléments complémentaires à apporter. Et Dieu sait si tu as regardé pas mal de documents. Alors voilà, donc pour M. Riccitelli, j'ai pu consulter l'ensemble de ces documents. Donc si par hasard il y a des littératures qui manquent, qui n'a pas été exploitée ici, je suis preneur. Can you translate, please? If there is another documentation than this presentation, I am okay to receive it, to read it, and to complete my presentation. Okay. Si je peux intervenir. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui. Je pense que ces relations entre l'Italie et la France pour le courrier, il faut aller aux archives diplomatiques pour regarder la partie aviation, les relations entre la France et l'Italie. Parce que je ne sais pas si Air France desservait Rome, après je pense, puisque en fusionnant avec Air Orient et Air Union, on avait la ligne qui allait en Indochine, mais qui passait, je crois, par l'Afrique du Nord. Oui, mais il y avait arrêté à cette époque. Il y avait à la Litoria aussi qui avait certainement. À la Litoria, yes. Parce que moi j'ai étudié l'aéropostale, l'ATCOR en 1921 avait étudié avec les Italiens la possibilité de faire une ligne entre Marseille et Tunis qui longeait les côtes italiennes, dont les archives se trouvent aux archives départementales à Toulouse, et ça a été refusé par les Italiens. Donc il y a une concurrence dans le domaine de l'aviation qui a fait que peut-être il n'y avait pas de ligne entre l'Italie et Marseille. Moi, j'ai pas mal de plis qui viennent d'Italie, qui passent par Marseille, par l'aéropostale. Oui, mais qui sont pas pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui sont bien avant. Ah non, qui sont dans les années 30, 36. Bon, moi, j'ai surtout l'aéropostale, mais après, ça continue avec Air France. Et Air France, je ne sais pas, effectivement, s'ils avaient un service sur l'Italie.
Peut-être Rome, parce que pour aller à l'Indochine, la Naples, ligne Air Orient est Brindisi. passée par Rome, je ne me rappelle pas. Naples et Rome, Brindisi, Corfou, parce que Athènes, je ne sais pas quoi. Bah, non, à mon avis, non, parce que c'était la ligne après La Imperial ligne Airways, d'Indochine, la ligne Air etc. France sur l'Indochine. la ligne d'Indochine est passée par Naples et Brindisi. Naples, absolument. Ouais, c'est pour ça qu'il y avait il y a eu des problèmes entre les relations pour l'établissement de lignes aériennes entre la Ouais, mais France et ça, l'Italie. Naples, Brindisi, c'était avant l'ouverture, avant le début de la Deuxième Guerre C'était mondiale. avant, ça n'a rien à voir. Comment? Ben, ça n'a rien à voir, c'est pas évident, parce que en 1939, on est déjà presque en guerre, et quand Saint-Exupéry s'en va aux États-Unis, il passe par Lisbonne. Donc il prend la Paname en 40. Ah bah, de toute façon, la Paname a ouvert le service via Lisbonne en mai 1939. Donc oui. Voilà, donc à ce moment-là, peut-être une partie des lettres qui allaient sur l'Amérique du Sud française passaient par Lisbonne, par la Paname. Ah bah de toute façon, oui. Ce qu'on essaie de démontrer, c'est est-ce qu'il y en a certaines qui n'ont pas fait ce trajet-là, puisque tout le monde râlait, la censure aux Bermudes, ça a duré une plombe, des courriers étaient retournés, enfin les usagers français n'étaient pas contents. D'où les deux notes que j'avais pu retrouver. Parce que de 36 à 37 aussi, il y a la guerre d'Espagne, donc les Français, ils ne pouvaient pas tellement passer par l'Espagne. Si, il passait par... si, on a des courriers par la guerre d'Espagne. Il passait par Barcelone, mais par Barcelone, les Italiens étaient des amis des Espagnols, qui pouvaient la ligne Rome-Séville, il n'y avait pas de problème. Mais les Français, eux, avaient des problèmes. Non, mais c'était après, c'était plus sur le tronçon entre Séville et pour rejoindre l'île de Salles que c'était compliqué pour Lati de trouver des points d'ancrage s'ils n'avaient pas le droit de survol du Sahara, ils n'avaient pas le droit de survol du Maroc à l'époque. Enfin, c'était compliqué. Mais effectivement, le Maroc était français. Je sais pas. Est-ce que je peux intervenir? Parce que j'aurais deux remarques, deux questions. Patrick, je crois que dans ta collection que tu présentes, tu as des lettres au départ d'Amérique du Sud, d'Argentine, je crois, vers la France, qui sont passées par Lati. Oui. Et sur ces lettres, il y a un cachet de transit de Rome. Pourquoi il n'y aurait pas ce même cachet de transit via Rome sur les lettres au départ de France? Effectivement, c'est une excellente question. Monsieur Riccitelli, au secours. Ouais, effectivement, oui. I'm sorry, but I cannot understand. My question. So it's difficult for me answer to your question because I did not understand nothing. My question is the following. Yes. On mails from South America to France via Lati, there is a marking, transit marking via Roma. Why there is no such marking, transit marking on mail from France to South America via Lati? Because I think depends from organization. It's very difficult to find the transit cancel in Rome for Lati. The mail was concentrated in Rome, but in Rome were not cancelled again. Because all of the mail was already prepared in the sacks. I don't know. Bags.
was in dispatch closed. It was closed, and it was not possible to open again to cancel because was. Oui, le courrier était dans des dépêches closes. Yeah. Oui. Yes. J'ai une autre remarque, Patrice. Je ne sais pas si tu as pu assister à une conférence de l'American Hermal Society au début du mois de mai. Tu as dénommé Gordon Eubanks, qui se posait la question. Bon, j'essaierai de te passer. Alors, j'ai le PowerPoint, mais j'ai malheureusement pas le texte complet. Ce monsieur qui étudie comme toi le courrier sur le transatlantique pendant la guerre expliquait qu'il a trouvé du courrier, en particulier au départ d'Allemagne, qui a transité par la Latie vers l'Amérique du Sud en passant par la Paname, et que sur ces courriers, il n'y a pas eu de censure ni à Trinidad ni aux Bermudes. Donc, c'est très intéressant parce que la remarque qui est très logique, qui est de dire s'il n'y a pas de cachet de transit, c'est pas par la Paname, c'est a priori pas si certain que ça. Je vais te passer le PowerPoint, mais il ne le dit pas, et le texte, il est peut-être sur le site du Collector Club américain. D'accord, avec plaisir. Oui. Parce que oui, des cachets de transit, à New York, j'en ai rarement vu. Hein, par contre, des cachets de transit à Trinidad, j'en ai vu quelques-uns. Oui, absolument, oui. C'était surtout pendant l'hiver 41, le courrier, la Paname 18, passait par le Brésil, en fait. Et en passant par le Brésil, la censure ne se faisait pas aux Bermudes, mais se faisait à Trinidad. C'est ça. C'est ça. Bien, je vous remercie. Attends, j'ai pas tout compris dans ce que tu as dit, Jean-Daniel. Redis-moi voir, c'est du courrier allemand. Oui. C'est du courrier allemand pour l'Amérique du Sud. Oui. Qui passe par Paname, Lisbonne, et qui n'est pas censuré à Trinidad ni aux Bermudes. Et pourquoi? Justement, on ne sait pas pourquoi. Parce que l'idée qui est de dire, s'il n'y a pas de censure anglaise, c'est automatiquement passé par l'ATI en direct, n'est pas forcément évident. Il va encore plus complexifier le sujet. Oui. D'accord. Mais si, ça peut prouver que tes lettres sont bien passées par l'ATI parce qu'elles n'ont pas les cachets des Bermudes. Oui. Mais elles ont le cachet des Bermudes, ces lettres-là. Non, ni l'une ni l'autre. Non, ni l'une ni l'autre. Ça peut être cohérent avec la durée du transport. Alors oui, par rapport à la durée d'acheminement, effectivement. C'est pour ça que je m'étais attaché à identifier aussi ce paramètre. D'accord. Bon, on va essayer de s'arrêter sur ces doutes abominables que nous n'avons pas réussi à lever. Donc, on transmettra, effectivement, Jean-Daniel, si tu peux envoyer ces éléments supplémentaires à notre ami Patrice. Et puis, on transmettra à Flavio la présentation. Au besoin, si tu as à mettre quelques commentaires supplémentaires, tu les mets et on lui envoie la présentation. Oui. OK. Super. Et puis, on attend qu'ils aient quelques réflexions italo-italiennes. OK. Très bien. Merci. Excuse me, Dominique. I can ask to Mr. Jean Daniel if can explain by email your
consideration about Trinidad because it's interesting. If you explain me also in French after I translate, so I can be able to answer very well. Okay. My mail address is known by Dominique. Yes. Okay. Oui, je te transmettrai l'adresse de Flavio pour que tu envoies tant à Patrice qu'à Flavio les. Yes, yes. You can ask me all your doubt about this, and I can answer very well because I cannot understand all your. Okay. Just need to. Flavio et Patrice. Donc, c'était l'American Airmail qui avait fait ça. And, same for me. I can explain you better by write my opinion about this presentation. Because, okay. Yes. Very interesting. Of course. And also the previous that I saw with attention. Okay. Okay. Of course, we will correspond. If you are agree, we will correspond in a few days. Okay. Yes. Mr. Petit, if you send me the mail address of Patrick and yes. I will make an email with this presentation, and so you will see. Everybody will see everybody's address. Very well. Thanks a lot for all the attention. And it's very interesting to be present in this the first time, but I am a member of CAF, and I am happy to be a member of this so interesting association. Okay. We are also very happy to have members which are non-French. We had also some Belgian members around the table. And I am a collector of Lati. And also I am a collector of Aeropostale and I France. Yes. I am happy that you enjoyed my presentation, and I hope French people enjoy this one too, malgré l'affreux doute qui subsiste encore. Ah ben, si tout était clair, ça serait pas drôle. Hein? Okay. Bon, thank you very much. I think we shall close the General Assembly at this, it's more at the presentation, and now we have what we call the Conseil d'Administration, where we have to elect the President and the other members in our bureau. Okay, so all the members which are not part of the bureau can now disconnect, and I wish you good time and good research until our next meeting on Zoom, en visioconférence. Enfin, j'aurais peut-être dû vous le dire en français, pas en anglais. Je ne sais pas pourquoi je suis parti en anglais. Donc merci. Je vous remercie à tous. Et, à bientôt. Seuls les membres du conseil d'administration restent en ligne pour qu'on fasse notre conseil qui va être très bref. Il n'y a pas 26 choses à faire, mais c'est nécessaire de le faire. Et je vous envoie les documents et ils seront de toute façon aussi sur le site Internet. Ceux qui ne sont pas encore enregistrés, enregistrez-vous, mais je crois que la majorité d'entre vous le sont déjà. Bon conseil et à la prochaine réunion. Merci mon Thérèse. Arrivederci. 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 Voilà. Au revoir à tous. Bon, tous les membres du CA sont en ligne. Oui. Moi, je vais juste vous demander 30 secondes pour satisfaire un besoin aussi urgent que naturel. Si d'autres
Est-ce que tu peux fermer le document qui est en ce moment affiché, s'il te Oui, plaît? je peux le faire. Je peux le faire. Arrêter. Voilà. Voilà. Alors,